Bonjour à vous. Bienvenue à ce débat organisé dans le cadre de la campagne pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains. Un débat organisé par la Fédération régionale des acteurs culturels et associatifs Musiques Actuelles, Fracama, en collaboration avec Radio Campus Orléans, que je représente, et avec ce merveilleux lieu, ce tiers-lieu, le 108. La fédération est soutenue, vous le savez, par la région Centre-Val de Loire, et il était important de connaître les propositions des listes en course, vos propositions, pour ce scrutin. Le secteur des musiques actuelles connaît, comme bien d'autres secteurs évidemment, dans le domaine culturel, très fortement impacté par la crise que nous vivons. Quelles solutions proposez-vous, mesdames, messieurs, mesdames des têtes de liste ou représentants et représentantes? Quels moyens comptez-vous mettre au service des structures des musiques actuelles pour animer ce débat avec moi, Arnaud Fièvre, administrateur de la Fracama, Jean-Noël Bigotti, coordinateur d'Afracama, qui va poser la première question. Peut-être juste avant, peut-être faire un rapide tour de table pour les personnes présentes, histoire qu'on puisse savoir d'où parlez-vous et qui représentez-vous. Voilà. Madame, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Christelle de Crémier et je représente avec Jérémy Clément la liste démocratie écologique. Bonjour, je m'appelle Christophe Bennett. Je suis membre de la liste Un Nouveau Souffle, conduite par Charles Fournier et moi-même candidat pour le Loiret. François Bonneau, pour les 89 candidats de la liste Plus Fort Ensemble. Et félicitations à la fois à Fracama et à Radio Campus pour cette belle initiative. Merci. Merci. Farida Megdoud, pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre les camps des travailleurs, et merci pour cette invitation. Bonjour à tous, Mathilde de Paris, je suis conseillère régionale sortante du Rassemblement national, membre de la commission culture, donc je vous connais, et je suis également candidate pour cette élection dans le Loiret. Merci de votre invitation. Merci. Un rappel technique, les questions vont se faire par thématique, c'est ça. Vous aurez 4 minutes, chacun, pour répondre. Oui, 4 minutes, c'est beaucoup, madame, je sais, vous allez voir, c'est beaucoup. La première question, je crois qu'on va partir sur les Capasso. On va partir sur des enjeux de production et diffusion. Vas-y. On suivra les questions d'emploi compétences. Merci à tous d'être là. Donc oui, on va décliner quelques questions qui vont vous être posées à l'ensemble des candidats. Et puis on aura quelques points spécifiques qui sont conséquences des retours que vous nous avez faits sur les interrogations qu'on vous a soumises. Donc sur des enjeux de production et diffusion. Donc voilà, en parallèle de la création du Centre national de la musique, ont été déclinés dans plusieurs régions françaises des contrats de filière ou préfigurations de contrats de filière musique actuelle associant la région, la DRAC et le CNM et des organes fédéraux. On a en région centre depuis maintenant 4 ans, une préfiguration de contrats de filière. Quel bilan tirez-vous de la mise en œuvre de cette politique publique dans la région centre ? Quelle articulation imaginez-vous entre ces contrats de filière et les dispositifs de droit commun qui sont portés par la région, dans le cadre de la production, pour penser à l'aide au projet ou au conventionnement des équipes artistiques ? Comment favoriser une relative équité dans l'investissement de la région entre les différentes esthétiques musicales ? Comment favoriser la diffusion des musiques actuelles dans les équipements pluridisciplinaires, dans les scènes nationales, dans les théâtres de ville ? Et pour terminer, quels indicateurs pour évaluer la politique portée dans le champ de la production et de la diffusion ? Ce que je vous propose pour répondre aux questions, c'est de partir par ordre alphabétique et puis de changer au fur et à mesure des questions. Et l'ordre alphabétique désigne M. Christophe Bennett pour répondre à cette première question. Allez-y. Est-ce que vous pouvez reformuler la première question simplement ? Parce que vous en avez développé pas mal. Les contrats de filière, quel bilan vous tirez de la mise en œuvre de contrats de filière dans la région centre depuis quelques années ? Écoutez, moi j'ai envie de dire que le contrat de filière, c'est un dispositif pertinent et qui nous permet d'y voir clair dans chacune des filières. C'est un outil sur lequel on peut s'appuyer. Alors c'est très bien de faire un diagnostic et j'ai dans les mains un outil qui va être extrêmement précieux et qui relève d'un partenariat entre les porteurs de projets, les acteurs, l'État et la région.
Après, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces outils, qu'est-ce qu'on fait de ce diagnostic. Je pense que pour répondre à votre question, on a une visibilité, on a été capable d'objectiver des éléments. Maintenant, il faut se tourner vers l'avenir et c'est en concertation avec les différents acteurs de cette filière des musiques actuelles, à savoir les institutions qui les portent. On sait qu'on a 4 beaux établissements labellisés, les opérateurs privés associatifs et bien évidemment les collectivités locales qui peuvent être à l'origine, qui peuvent être facilitatrices d'une articulation de tous ces acteurs. Alors évidemment, la région, elle peut se poser en ensemblier de tous ces acteurs. Et j'ai envie de dire qu'une fois de plus, ce type de dispositif, il est nécessaire, utile, parce qu'il nous permet d'aller de l'avant et de regarder vers l'avenir en se disant... on a plutôt pas mal agi et je pense qu'on sera assez d'accord pour dire que la région Centre-Val de Loire, elle a quand même des atouts en la matière et puis arriver objectivement à se dire qu'est-ce qu'on est en capacité et en volonté d'améliorer à l'appui de ces diagnostics. François Bonneau. Oui, merci de poser cette question qui éclaire là où nous en sommes. D'abord, je crois nécessaire d'éclairer le concept de musique actuelle, parce que il nous est, je crois, assez familier. Pour autant, celles et ceux qui nous écoutent peuvent hésiter à une définition à peu près. S'agissant des musiques actuelles, l'approche que nous en faisons, les musiciens, les artistes, les femmes et les hommes qui sont engagés dans la culture et la région, c'est une approche ouverte. C'est une approche qui non seulement aborde les enjeux des musiques amplifiées, non seulement les enjeux du jazz, mais beaucoup des enjeux qui correspondent à l'approche de la création par celles et ceux qui les pratiquent, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient engagés sur une certaine manière de diffusion et de partage. Ça caractérise une démarche culturelle autant qu'une spécialisation de telle ou telle musique. Je veux insister là-dessus parce que c'est comme ça que je le reçois. Le contrat de filière, là-dedans, il est important parce que tout ce qui relève de l'innovation, tout ce qui relève d'un travail un peu d'avant-garde dans un certain nombre de domaines est à la fois quelque chose d'enthousiasmant, mais quelque chose qui va pour notre société, mais aussi pour les élus, appeler des clarifications. Et une clarification, c'est bien de la faire à travers un contrat. Un contrat, c'est une manière d'abord d'éclairer l'objet que nous nous donnons collectivement. C'est une manière de fixer des objectifs, les lieux de pratique, les moyens apportés, le lien avec les publics, la diffusion sur les territoires. Et ce qui est la spécificité du contrat de filière, tel que, en tous les cas, la région qui est très, très impliquée, vous le savez, auprès des acteurs des musiques actuelles, tels que nous l'avons vu, et mon collègue le disait à l'instant, c'est faire en sorte que les collectivités territoriales auxquelles vous avez affaire, les institutions auxquelles vous avez affaire, qui, c'est notre point de vue de la région Centre-Val de Loire, doivent être partenaires de cela, puissent travailler ensemble. Parce que vous ne pouvez pas, vous, avoir 36 sonnettes à activer à chaque fois que vous avez une perspective, un projet, un événement, un développement, etc. Et à cet égard, je crois que l'actuel contrat a permis ça, et que le rôle de la région là-dedans, avec les autres collectivités, avec l'État, il est, oui, ensemblier, mais aussi impulsion. On n'est pas et on ne sera pas passif par rapport à ça, parce que c'est un enjeu central. Si je suis trop long, surtout vous dites, pour régler le temps. Non, ça va ?
Ok. Non seulement il faut être à la coordination pour qu'il y ait une convergence des volontés, mais il faut être à l'impulsion. Il faut être à l'impulsion pour que, justement, dans le rapport avec l'État, et c'est très important, il y a des initiatives nationales qui sont prises, on n'est pas que dans la verticalité, surtout quand il s'agit d'émergence sur les territoires, on n'est pas que dans la verticalité, vous êtes aussi force de proposition. Et ce qui se développe en musique actuelle sur votre territoire, que ce soit ici à Orléans ou que ce soit partout en région, ça relève véritablement des spécificités qui sont liées aux artistes, qui sont liées aux lieux, qui sont liées... dans le dialogue avec l'État, un dialogue et non pas une verticalité pour aller chercher des enveloppes, parce que je crois qu'on n'est plus du tout dans cette période de la verticalité qui a tendance quand même à étouffer les initiatives, à stériliser les choses. Donc l'État a un rôle, bien évidemment, et c'est important que les collectivités soient là. Puis ensuite, il y a avec les collectivités territoriales, moi, pour ne pas être polémique, je vais prendre... d'autres disciplines, quand vous avez des graffeurs, quand vous avez, etc., vous avez des collectivités qui sont très accueillantes, et puis vous avez d'autres collectivités qui, dans le premier mouvement, est un mouvement interrogatif. La région peut avoir ce rôle qui est à la fois, par son engagement, par le dialogue avec les autres collectivités, de créer de l'impulsion. Voilà, j'allais vous dire que vous dépassiez votre temps de parole. Madame, il faudra me le dire souvent parce que je suis bavard. Madame de Crémier, est-ce que vous voulez que nous vous rappelions la question ou les questions? C'est le... on va faire un test, c'est le bilan de l'action régionale Non, c'est le bilan du contrat de filière, donc une initiative qui est portée par l'État, la région, le Centre national de la musique, aux côtés de la FRACAMA et d'instances fédérales. Et donc, quel bilan vous portez de cette politique à destination des musiques actuelles qui est opérante depuis 4 ans en région centre, et quelle articulation, je reviens sur cette question qui est fondamentale, quelle articulation entre ce dispositif qui est à destination strictement des musiques actuelles et les dispositifs de droit commun, tels aide au projet, aide au conventionnement des équipes artistiques, auxquels malheureusement très peu d'opérateurs des musiques actuelles sont capables de solliciter, quoi. Alors à mon tour, je vous remercie et félicite de rendre en fait ce sujet culturel. Pardon. Et à mon tour, je vous remercie et félicite vraiment avec ce débat, parce que vous rendez encore plus démocratique, vous démocratisez encore plus le débat autour de la culture, parce que c'est effectivement avant tout une question de démocratie. C'est pourquoi je constate avec étonnement que les listes candidates de droite et du centre ne sont pas dans ce débat, parce que c'est effectivement là quelque chose qui concerne tous les citoyens et qui connaissent peu en fait les rouages qui permettent justement cette diversification et cet accès à la culture. Moi, le bilan qui est fait, c'est d'abord de rappeler quelque chose qui peut sembler évident, mais c'est que ce travail, ce projet sur les musiques actuelles relève d'une politique publique. Quand on dit le mot filière, comme vous le savez, provient du vocabulaire économique. Je me permets de remarquer que c'est peut-être pas le bon mot dans ce qui nous occupe. Je rejoins ce qui a été dit par François Bonneau avant moi. La région est dans une impulsion, mais une impulsion qui doit être totalement liée au territoire. Nous avons les communautés de communes avec le pacte, avec une programmation d'une saison culturelle, et nous avons en chapeau sur l'ensemble du territoire régional, puisque c'est notre périmètre, y compris avec les services déconcentrés de l'État, et y compris avec les organismes régionaux comme Cénocentre et l'action culturelle proprement de la région, nous sommes déjà très territorialisés. Donc la proposition déjà, ce serait de dire oui, dans ces 4 dernières années, on a posé les choses pour travailler ensemble, de manière à ce que ça facilite pour l'ensemble des acteurs, quelle que soit leur place, que ça puisse faciliter leur accès à la production, à la diffusion. Mais là, maintenant, on va très clairement poser l'existence de cette politique régionale un peu en chapeau,
pas en termes de filière de production, vous voyez, avec un objectif tout de suite, on voit de rentabilité, etc. Mais plutôt d'accompagnement de l'émergence artistique et de la diffusion qui permet aussi d'aller à l'excellence, totalement connectée au territoire. Et donc avec une vision beaucoup plus fédérale, en fait, de cette organisation, de la création et du soutien à la création artistique. Merci Madame de Crémier. Madame Farida Mekdoud. Alors, bonjour aux auditeurs. Je ne sais pas s'ils comprennent tout. Je ne sais pas à qui on s'adresse, en fait. Voilà. Parce que c'est quand même un peu la question qu'il faut se poser. À qui on parle ? Est-ce qu'on parle entre spécialistes des contrats, etc., qui sont dans la région au niveau de l'art, de la culture ? Est-ce qu'on parle à ceux qui vont consommer la culture ? Est-ce qu'on parle à ceux qui vont la produire ? Est-ce qu'on parle à ceux qui envisagent de travailler dans ce secteur et qui ont une fibre artistique ? Et est-ce qu'on essaie de se faire comprendre ? Donc déjà, moi, je suis le débat depuis tout à l'heure. Je ne suis pas experte en contrat de filière, mais c'est sûr que le problème majeur aujourd'hui, c'est que l'art, c'est une marchandise. Voilà. L'art, c'est une marchandise et le mot contrat de filière, contrat, c'est pas un hasard. Alors, évidemment, les acteurs sur la scène artistique, de la musique actuelle, mais c'est le sujet qui est abordé aujourd'hui, mais en réalité, de tous les sujets, ils n'ont pas choisi les règles du jeu. Hein. Elles sont comme ça, elles sont établies ainsi. Et moi, c'est le sens de ma présence ici, à ce débat, parce que si je n'ai pas à proprement parler de programme culturel, que je ne défends pas à proprement un programme culturel, je m'intéresse très fortement à cette question. Voilà. Pour moi, c'est une question essentielle, la culture. C'est une question vitale parce que j'ai envie de changer le monde et j'ai envie que ceux qui votent pour moi, qui aspirent à une société égalitaire, à une société où on puisse avoir accès à cette culture, aient les moyens de comprendre tout ça. J'ai envie d'élever le niveau de conscience. Donc, effectivement, c'est une marchandise. Et le problème qui se pose, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre dans une société où c'est la loi du profit qui domine ? Quel avenir on a ? Qu'on soit travailleur du spectacle ou qu'on soit un travailleur tout court, dans n'importe quel secteur. Donc, et cette question actuelle, elle est, peut-être qu'on en reparlera après, elle est prégnante. On ne va pas faire semblant, on ne va pas discuter là maintenant des contrats, etc., comme s'il n'y avait pas une crise dans le monde du spectacle, comme s'il n'y avait pas les intermittents qui étaient mobilisés depuis des mois, comme si aujourd'hui, la précarité, c'est pas quelque chose qui tenaille, parce que boucler ses fins de mois, remplir son frigo, payer ses factures, c'est le problème de plein d'acteurs de la culture, musique actuelle ou pas. Donc ça, c'est un des volets. Moi, c'est de ça que j'ai envie de parler. Je suis venue pour parler de ça. Et l'autre aspect dont j'ai envie de parler, c'est l'accès à la culture pour le plus grand nombre. Je ne sais pas combien... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Comme je ne me souviens plus de toutes les questions, je peux en garder pour la suite. En tout cas, je n'ai pas l'intention d'utiliser les 4 minutes pour broder et parler. Voilà, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. Donc les pieds dans le plat aujourd'hui, c'est la loi du profit qui mine toute la société avec son chômage de masse, avec le fait... Vous voyez là, j'ai fait une réunion publique. Je pense que comme ça, les auditeurs me comprennent quand je parle. J'ai fait une réunion publique il n'y a pas longtemps et il y avait des travailleurs qui venaient de perdre leur emploi, des précaires qui avaient... qui étaient mis en fin de mission du jour au lendemain, même des fois 1 heure le vendredi pour le lundi, et qui apprenaient que les salles de spectacle réouvraient. Voilà. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Ils sont contents pour ceux qui vont y aller. Mais leur problème à eux, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir y aller. Ça sera pour plus tard. Donc ça, c'est le problème que je vais poser aujourd'hui. Paris ? Oui, alors merci de cette réunion. Je pense que c'est très important de pouvoir échanger justement sur ces sujets parce que la structuration du secteur est extrêmement importante. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec le dispositif de contrat de filière qui a été mis en place. Je pense que c'est essentiel. Nous avons besoin, entre différents acteurs, de pouvoir échanger pour poser les bons diagnostics, faire de l'évaluation justement des forces, des faiblesses du secteur, afin de pouvoir trouver des solutions. Je pense que le rôle du politique, c'est justement de vous accompagner pour trouver des solutions, pour vous permettre justement de vous développer, de diffuser, de produire. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. C'est vrai que la région a soutenu le secteur malgré la crise. Tous les événements qui n'ont pas pu avoir lieu ont été soutenus malgré tout. Financièrement, il faut justement ne pas mettre les acteurs du secteur dans l'embarras.
Mais au-delà de ce palliatif qui fait face à une situation de crise effectivement très grave pour le secteur, ce qui est important pour tous les artistes justement des musiques actuelles, ce qui fait leur état d'être, c'est de pouvoir se produire, de pouvoir rencontrer leur public. Et je pense que ça a été une grande souffrance pour beaucoup d'acteurs, justement, de ne pas pouvoir rencontrer ces publics pendant des mois, de ne pas pouvoir vivre de leur art. Et je pense qu'on a un rôle essentiel pour accompagner, justement, ces acteurs à vivre de leur art et non pas uniquement d'aides financières qui sont un palliatif, comme je le disais tout à l'heure. Donc, pour nous, la structuration est essentielle. On a un enjeu aujourd'hui énorme, justement, d'accès à la culture, on en parlera tout à l'heure, et de diffusion. Il faut aujourd'hui trouver des solutions pour faire face justement au déséquilibre des territoires en matière d'offres culturelles. Et je pense que c'est tout l'enjeu justement du politique. Il est là, il est au cœur des territoires. Il est là pour vous accompagner et en collaborant avec les différentes collectivités locales. Donc il y a l'État, il y a les intercommunalités, il y a les départements, il y a les communes. Et je pense que tout le monde doit pouvoir se retrouver justement autour d'une table et discuter de ces enjeux culturels, parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité, en tout cas ne porte pas le même intérêt à la culture. Et c'est important que la région, justement, qui est un peu le chef de file local dans ce secteur, puisse être l'ambassadeur, je dirais, de la culture auprès des autres acteurs, en partenariat aussi avec la DRAC. Je sais que les relations sont parfois difficiles. Il y a un petit peu un élitisme, on va dire, de la DRAC qui a un corps d'État et qui parfois n'est pas assez ancré dans les territoires. Et je pense que c'est vraiment, pour nous, en tout cas, ce sera vraiment essentiel au cœur, si demain on remportait la région, de notre action culturelle, de pouvoir dialoguer avec tous les acteurs du secteur, mais aussi pas que. On pourra peut-être en parler plus tard, mais je suis quelqu'un qui est passionné par la culture et les arts, mais aussi par le tourisme et par tous ces joyaux qu'on a dans notre territoire. Et je pense qu'il y a vraiment des liens possibles entre ces deux secteurs, justement au lendemain de la crise. On espère qu'on voit enfin le bout de ce tunnel, mais il y a des moyens de travailler ensemble, j'en suis persuadée, mais ce sont des acteurs qui n'ont pas l'habitude de parler ensemble dans les lieux culturels. On peut faire de la diffusion, on peut créer justement dans des lieux insolites et inattendus des représentations, et c'est vraiment essentiel aujourd'hui de faire travailler des acteurs ensemble qui n'ont pas l'habitude de le faire. Il faut sortir des sentiers battus, et c'est vraiment comme ça qu'on envisage en tout cas notre politique culturelle pour la région. Avant de passer à la deuxième question, il semblerait, Monsieur Bennett, que vous soyez en retard dans le temps de parole. Est-ce que vous souhaitez reprendre la parole sur cette question-ci, ajouter des choses, ou attendre la fin et avoir un peu plus de temps pour la conclusion ? Oui, je vais reprendre la parole d'abord pour vous remercier également, parce que j'ai oublié de le faire. J'étais très concentré sur la réponse à donner à votre question. Peut-être vous suggérez que ça ne soit pas toujours le même ordre de prise de parole, parce qu'il y a un risque à paraphraser et se paraphraser les uns les autres. Non, ce que j'ai envie de dire par rapport à tout ce qu'on a entendu là, je vous rejoins, madame, sur le fait c'est intéressant, c'est important de dire d'où est-ce qu'on parle et à qui on s'adresse. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, remettre en contexte cette émission de notre auditoire, parce que le risque, dès qu'on va parler d'un secteur bien identifié, c'est qu'on commence à jargonner, à perdre l'auditeur dans des sigles et des terminologies qui lui échappent. J'avais envie de dire également que, en préambule, ce qui a été un peu dit tout à l'heure, c'est la complémentarité des opérateurs, évidemment, ensembliers ou impulsion, on est d'accord, mais aussi le fait qu'on va s'engager dans une période qui n'est pas neutre, qui est la période de l'après-Covid, avec un vrai sujet sur un secteur culturel qui est à terre, et plus singulièrement encore les musiques actuelles, parce que vous le savez que par essence, les musiques actuelles sont plus du côté des scènes debout, qui ont été plus sévèrement punies que les autres secteurs de la culture. Et puis, je pense qu'il va vraiment falloir parler de la loi NOTRe qui prévoit la complémentarité de toutes les collectivités. C'est très curieux parce que la compétence culture, elle est facultative, mais tout le monde s'en est emparé. Et je pense que c'est plus que jamais le moment que cette complémentarité soit à l'œuvre. Merci, Monsieur Bennett. Alors, pour la deuxième question, un gros questionnement pour la sortie de crise, c'est l'emploi.
et la formation. Alors pour répondre aux deux questions qui concernent l'auditoire, la Fracama est une fédération d'acteurs culturels associatifs musique actuelle, donc on s'adresse essentiellement à des gens qui sont en action dans le secteur culturel musiques actuelles ou qui ont projet de le devenir. Donc l'émission est organisée avec le soutien technique et opérationnel de Radio Campus et du 108. Maintenant, clairement, on s'adresse à des professionnels de la culture ou de futurs professionnels, donc pour positionner la chose. Donc on est un peu plus sur les notions des projets de politique, etc. C'est bien évidemment par rapport au contexte des régionales. Pour aller sur la question de l'emploi, merci pour la transition. Effectivement, on est dans un contexte un peu particulier avec une crise de la Covid qui a largement empêcher les activités culturelles de se développer, des professionnels de la culture qui sont soit en burn-out, soit en bore-out, l'expression parce que certains n'ont pas pu du tout travailler et attendre. Donc en fait, derrière, il y a deux questions sur l'emploi culturel. Il y a une première question qui concerne plutôt l'aspect intermittence, l'appui, le soutien qu'on peut avoir pour les acteurs de la création ou de la technique, qui sont plutôt des artistes ou des techniciens. Et pour la partie administrative, plutôt le soutien à l'emploi culturel. Notamment en région, nous avons la chance d'avoir un CAPASSO, un dispositif de soutien. La question qui se pose, c'est donc par rapport à l'emploi culturel, comment positionnez-vous vos différents projets? Quelles sont les actions que vous voulez mener? Que ça concerne aussi bien les techniciens, les artistes que le personnel administratif qui, n'oublions pas, un artiste peut jouer, un technicien peut accompagner un artiste, mais il faut quelqu'un pour faire des contrats, quelqu'un pour trouver des contrats, etc. Donc le personnel administratif est aussi important pour la réalisation des projets. Hassan, je te laisse passer le micro. Le micro, François Bonneau, du coup, pour... On ne tourne pas dans le sens des aiguilles d'une montre, mais dans le sens alphabétique, et ça nous va bien. On a appris le même alphabet. Voilà. Sur le sujet de l'emploi, il y a deux dimensions qui sont, me semble-t-il, très complémentaires. Il y a la dimension des événements, des espaces de production, de création et de production. Pour la région, dans toute la période qui précède, on a tout fait pour que vous puissiez, en termes d'espace de création, il y a encore à faire, on a tout fait pour que vous puissiez disposer d'espaces de travail, d'espaces de création qui permettent aux musiciens, aux techniciens de travailler dans des conditions acceptables ou bonnes. C'est important qu'il y ait cette dimension-là par rapport au métier. Si un métier peut avoir de l'attractivité, il faut qu'il ait un espace pour se développer. Toujours dans le même ordre d'idées, il y a les événements. Je me souviens, je ne parle pas de l'actuel président, directeur du Printemps de Bourges, je parle d'avant. Je me souviens des combats que j'ai portés au nom des musiciens de cette région. Et c'était un combat fort pour dire, même les grands événements, même les merveilleux événements comme le Printemps de Bourges, ça ne doit pas être simplement des vedettes internationales, des groupes internationaux ou nationaux consacrés, etc., qui viennent. Ça doit toujours être un espace dans lequel on a des talents en évolution, on a à l'échelle régionale, etc., des possibilités de trouver un public. Et je vous assure, c'était difficile. Je me félicite que sur des événements comme ça, nous ayons eu des évolutions. On a ici à Orléans des belles manifestations. Je pense à Hop Hop Hop, je pense à des choses comme ça. Donc soutien aux événements et soutien à nos musiciens, nos groupes locaux dans ces événements, y compris quand c'est des événements de niveau national et international. Ils doivent avoir leur place. Le deuxième sujet, vous l'avez cité, c'est la situation de fragilité, de précarité aujourd'hui des travailleurs de la culture. C'est évident que beaucoup de talents peuvent hésiter à partir dans un univers qui, à ce point, semé d'embûches et de précarité. C'est la raison pour laquelle, tout au long de cette crise, nous sommes tous mobilisés pour que vous puissiez avoir la prolongation, etc. Et nous avons un point fort qui est CAPASSO.
Capasso, vous l'avez dit. Je dis que si aujourd'hui un certain nombre de structures sont encore debout, vous l'avez souligné, c'est parce qu'il y a Capasso. C'est parce que la région, pendant la période de crise, a maintenu la totalité de son budget, voire a créé avec le CARE, avec des fonds spéciaux pour vous aider, pour pas que vous trébuchiez. L'engagement que je prends, il est double. Nous maintiendrons Capasso. Nous maintiendrons Capasso dans le dialogue avec les associations. Et c'est important d'avoir ce dialogue chaque 3 ans. Je le dis bien parce que ça permet d'écouter un peu les difficultés que rencontrent les structures. Non seulement nous le maintiendrons, mais nous le ferons évoluer avec, je l'indique ici, c'est vrai par rapport à tous les secteurs Capasso, je souhaite que nous puissions avoir une attention particulière aux personnes porteuses de handicap par rapport aux associations, et nous mettrons en place un dispositif à l'intérieur de Capasso qui prévoira une implication de la région d'un niveau supérieur lorsqu'il y a un engagement de personnes porteuses de handicap, à la fois pour elle-même, mais aussi pour l'aménagement de son espace de travail. Donc maintien de Capasso, parce que c'est la clé de la culture. Si notre région est identifiée en matière culture, c'est parce qu'on a soutenu ça, c'est la seule région à le faire. Il faut absolument poursuivre, et il ne faut pas s'arrêter au bout de 3 ans. Après, vous voyez, il faut accompagner. On en est au 4e renouvellement. Quand on peut passer dans des structures qui sont pérennes, on le fait, mais il ne faut surtout pas que ce soit un système qui soit heurté et difficile. On continuera Capasso. Madame Le Crémier. Oui, vous posez clairement déjà au début la question du statut de l'intermittent. Nous avons soutenu, je parle de l'exécutif régional, mais aussi à titre personnel et dans les candidats qui font partie de la liste démocratie écologique, le combat des intermittents pour leur statut pendant la crise sanitaire. Une des demandes qui était faite et qui, en sortie de crise, mais de manière, je crois, pérenne, pas seulement circonstancielle, doit être vraiment réalisée, est celle des fameux tiers-lieux qui sont en fait dans le cadre surtout des restaurants, des cafés, des brasseries, qui permettent en fait de lier totalement le lieu de convivialité et de rendez-vous réguliers de la part du public, avec un accueil pour les répétitions, le travail artistique, la production et bien évidemment la réalisation de spectacles. Donc ça permet de lisser dans le temps, malgré les difficultés, parce que le lieu pour l'expression artistique est central. Et donc, ça fait partie, très certainement. Alors, nous, dans cet accompagnement en fait, de l'emploi, ça passe aussi par le lieu. Il y a aussi la question de la pérennisation. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de vivre de son art, entre guillemets. On est dans le cadre vraiment d'une politique publique. Et ce n'est plus possible parce que le système économique fondé sur l'économie de marché, parce qu'il veut faire de la culture une marchandise, il fait aussi de la culture quelques spots qui vont partir de l'avant et ne vont pas permettre en fait une émergence d'une grande diversité d'acteurs. Donc oui, Capasso distingue notre région, permet de répondre à ce besoin pour les associations culturelles, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une forme de pérennisation qui doit s'installer et qui doit être reconnue et assumée par les élus. Parce qu'au fond du fond, le Capasso, c'était un projet qui a vocation à être autonome. Il y a un moment donné où il faut poser les choses et assumer pleinement une politique culturelle en faveur de l'emploi qui n'est pas due au fait que les artistes sont plus ou moins bons, etc., ou aux particularités de notre région. C'est dû au contexte économique mondial, notamment de l'industrie, entre guillemets, de la culture, qui fait qu'aujourd'hui, sans action publique, eh bien, on en serait dans la désertification, comme celle qu'ils veulent faire pour les territoires. Ce serait la même chose au niveau de la création culturelle. Madame Farida Mekdoud, l'emploi, la formation. Ah bah oui, c'est essentiel. Hein. L'emploi, on aura tous remarqué qu'il y a une crise économique majeure, sociale.
une crise climatique. Enfin bref, c'est vraiment les fondements de la société qui sont remis en cause en réalité. Hein. Donc les travailleurs de la culture, comme tous les autres travailleurs, ils le subissent de plein fouet, peut-être même encore plus, puisque la précarité, elle était déjà quand même dominante bien avant la crise sanitaire. C'était déjà un problème. Hein. Et parce qu'un travailleur de la culture, quel que soit son domaine, hein, artistique, technicien, etc., non seulement, enfin, en particulier les artistes, non seulement il faut qu'ils produisent leur art, mais en plus, après, il faut qu'ils puissent, comme vient de dire tout à l'heure mon interlocuteur d'en face, là, il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui va l'accompagner, qui va faire les courriers, qui va faire l'administratif. Donc, il y a tout un entourage qui est nécessaire. Donc, ça veut dire qu'en réalité, des emplois, il y en aurait. Des emplois, on pourrait créer des emplois pour que la culture elle soit efficace. Donc, tout ce qui existe au niveau de la région, tant mieux. Mais ça peut pas résoudre le problème de la crise actuelle. Donc, le problème, c'est vraiment la mainmise des grands groupes capitalistes aujourd'hui sur toute la société. C'est la dictature qu'ils exercent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une société qui est sans richesse. Aujourd'hui, tous les travailleurs créent la richesse. Mais ils n'en voient pas la couleur. Il est là le problème, que ce soit les travailleurs de la culture ou les autres. Et donc, à quoi servent les profits accumulés? À quoi sert l'argent public? Il y en a une fraction qui revient dans le dispositif que je méconnais, je le reconnais, hein, et tant mieux. En tant qu'enseignante, je sais ce que les élèves, par exemple, de mes classes de terminale ou de seconde au lycée, peuvent disposer, hein, les passes culture, les voyages, tant mieux, c'est une bonne chose. Mais par rapport à l'immensité, je prends l'exemple du quoi qu'il en coûte de Macron, de ces 100 milliards qui sont en train de se transformer en 200 milliards, 55% qui vont directement dans la poche des grands groupes, mais c'est de ça qu'il faut parler aussi aujourd'hui. Les travailleurs de la culture, ils ne peuvent pas s'émanciper de ce problème. Ils sont en plein dedans. Donc, oui, c'est révoltant. C'est révoltant parce qu'il faut repenser la position de l'artiste par rapport à la société. Et là, quelque part, c'est verrouillé. Quelque part, ils sont pris à la gorge. Hein, ils sont pris à la gorge parce qu'il faut être très motivé, hein, pour se lancer dans la culture. Mais en réalité, aujourd'hui, un jeune, il faut qu'il soit très motivé pour se lancer dans la vie active. C'est pas simple. Hein, je peux vous le dire, je suis au premier rang. Hein, c'est pas simple du tout. Donc, il faut remettre en cause cette domination capitaliste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose, nous, que les travailleurs se battent. Et ceux de la culture, je les invite à le faire pour répartir le travail, pour que l'argent public aille au service public, pour que tous les profits dégagés par la production artistique, ils permettent de créer des emplois, que ce ne soit pas les firmes, que ce ne soit pas les grands groupes du disque, du livre, du cinéma qui s'en mettent plein les poches. Voilà. Et pour ça, il faudrait qu'on puisse contrôler ce qui se passe. À quoi sert l'argent? Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas? Et moi, je pense que les travailleurs de la culture eux-mêmes, à la base, c'est les mieux à même d'organiser, de savoir ce dont ils ont besoin, de recenser ce qui est nécessaire en lieu, en personnel, etc. Et puis à susciter des vocations. Parce que je pense que dans ces conditions, il y a un immense gâchis de talents. Voilà. Madame Paris, pour la réponse à cette question. Et ensuite, par manque de temps, on va être obligé de... Monsieur Bennett, ensuite, oui. Mais Madame Paris, tout de suite. Mais voilà, les réponses à 2 minutes, parce qu'il y a des candidats qui doivent partir. Pour les prochaines questions. Pour la prochaine question. Mais sur cette question-ci de l'emploi et de la formation, Madame Paris? Oui, alors nous, effectivement, on s'engage à maintenir le dispositif Capasso, parce qu'on a bien conscience que c'est essentiel pour beaucoup d'acteurs du secteur. Mais on veut aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire leur aider justement à avoir des recettes pérennes, notamment grâce au mécénat, qui n'est pas suffisamment développé. On veut pouvoir justement former les acteurs, parce que c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas évident dans notre secteur. Enfin, quand vous êtes formé justement pour le spectacle vivant, on ne vous forme pas à la recherche, à la collecte de fonds, très clairement. Et pourtant, il y a des pistes à développer. Je ne dis pas que c'est la seule piste, mais en tout cas, c'en est une et qu'il faut privilégier justement en associant les acteurs, les entreprises locales, enfin, tous ceux qui ont intérêt justement à avoir un territoire dynamique, parce que la culture, elle permet justement de dynamiser un territoire et de le rendre attractif. Donc ça, c'est très important. Il y a également
également la question de l'emploi, l'accompagnement aussi tout au long de la carrière justement des artistes, parce que notamment, vous en parlez dans votre questionnaire, les questions d'évolution de la numérisation des pratiques qui font que tout au long en fait, d'une carrière artistique, on a besoin de pouvoir être accompagné sur les évolutions du secteur pour pouvoir vraiment faire face aux défis à relever. Et également, on veut pouvoir favoriser tout ce qui est masterclass, justement, pour justement faire venir des acteurs qui sont peut-être de renommée nationale, internationale, pour justement dynamiser aussi la filière dans la région. Donc ça, c'est vraiment pour nous, c'est ces 3 axes qui sont très importants. Il faut vraiment, de toute façon, engager un véritable dialogue pour comprendre aussi un peu plus les lacunes, parce qu'il y a des choses qui sont... On parlait du statut des intermittents, malheureusement, ce n'est pas de notre ressort, là, c'est un problème national, et le problème n'est toujours pas réglé, on va dire, depuis des années, sur ce côté précaire, effectivement, de ce statut-là. Mais voilà, donc nous, on essaiera, du coup, de notre niveau, en tout cas, de faire tout ce qu'on peut pour accompagner les acteurs, pour essayer justement de pérenniser l'emploi culturel, et pas uniquement avec des fonds publics, mais aussi avec la participation d'acteurs privés qui doivent prendre toute leur part à ce vecteur d'attractivité de notre territoire qui est la culture et qui est essentiel. On l'a tous vu avec cette crise sanitaire. Vous avez été considérés comme acteurs non essentiels, et non, on s'est bien rendu compte que la culture était essentielle, qu'elle était vitale. C'est ce qui nous rend justement humains. C'est un vecteur d'unité, c'est ce qui nous rend... la musique, c'est ça rend sensible, tout ce qui est artistique, ça fait appel à ce qu'on a de sensible en nous. Et je pense que justement, dans un contexte où on a de l'ultra-violence qui se manifeste, notamment chez les jeunes, des choses qui sont très inquiétantes, eh bien moi je crois beaucoup dans l'intérêt justement de la culture pour rechercher l'unité, rappeler à chacun qu'on est des êtres humains et qu'on doit pouvoir être sensible à l'autre. Et je crois que la musique est très, très importante pour ça. Oui, alors, formation-emploi, évidemment, c'est essentiel pour cette filière. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, j'ai envie de dire que... Alors déjà, effectivement, il y a cette question nationale du statut. Évidemment que nous, en tant qu'acteurs régionaux, nous serons aux côtés des artistes pour les suivre et les pousser dans les revendications de pérennisation du statut, parce que c'est une exception culturelle. Il ne faudrait pas que, à la faveur de réforme, cette opportunité disparaisse. Ça, c'est un fait. Après, sur la question de consolider l'emploi, moi j'ai envie de dire que effectivement, dans ce secteur des musiques actuelles, la plupart des opérateurs sont des petites structures, à 95% de moins de 10 personnes. Et donc là, il y a une fragilité. Alors effectivement, on a un levier fantastique qui est le Capasso, pour les associations en général et donc les associations artistiques en particulier. Et nous sommes évidemment pour sa prorogation, sa consolidation, c'est évident. Après, j'ai envie de dire, ce qu'il faut essayer de travailler, c'est favoriser les conditions d'emploi. En fait, les artistes, ils n'ont pas envie d'être sous perfusion, ils ont envie de travailler. On ne va pas se mentir, avec des gens qui sont restés à l'arrêt et des gens qui ont réussi à produire dans l'ombre, il va y avoir un phénomène d'embouteillage. Il faut arriver à inventer des conditions de diffusion pour que les artistes intermittents, techniciens, musiciens et administrateurs puissent travailler. Alors, ça peut être dans des lieux improbables, des lieux inhabituels. Et ça, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les acteurs de la région, ils doivent se mettre ensemble pour travailler. On en parlera tout à l'heure avec les droits culturels. À un moment donné, il y a tout un écosystème qui doit entrer en résonance. Et je pense que ce qu'il faut aussi... Alors évidemment, la puissance publique, elle est là en accompagnement d'une structuration, j'allais dire salariale, mais aussi un accompagnement pour arriver à consolider, à pérenniser le modèle économique. Effectivement, il y a des leviers d'argent privé, on peut toujours imaginer solliciter les entrepreneurs, mais c'est du temps, c'est un savoir-faire. Et en général, les administrateurs des petites formations de musiques actuelles, ils ne le priorisent pas. Ils voient plutôt le phénomène de production, de coproduction. Je pense que plus que jamais, il faut favoriser des coproductions, des collaborations, des coopérations pour que une structure qui est fragile, qui s'associe avec une autre structure sur tel ou tel spectacle, se consolide mutuellement.
Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, en effet, Capasso, un soutien indéfectible par rapport à cette logique du statut d'intermittent, et puis après, favoriser des conditions d'emploi. Pour revenir dans les temps, hein, vraiment, nous allons être obligés de vous demander de répondre à chaque question en 2 minutes, parce que nous avons encore plein de domaines à voir avec vous, notamment les droits culturels, l'espace de concertation et le budget de la culture. On va commencer par les droits culturels. Oui, merci Hassan. Donc la région, comme les autres collectivités et l'État, portent une responsabilité en matière de droit culturel, conséquence de loi LCAP, nôtre, et elle-même conséquence de droit international, de textes assez remarquables de l'UNESCO, du Pacte des droits sociaux de 1966. Alors, sur cette question, j'aurai un petit décrochage sur les réponses qui nous ont été faites par Lutte ouvrière et par le Rassemblement national. Donc, je reprendrai la main à ce moment-là pour vous interroger spécifiquement sur les éléments que vous nous avez apportés. Et pour les autres candidats, quelle matérialisation dans la politique de la région pour lutter contre les inégalités d'accès aux œuvres, aux pratiques artistiques qui ont pour origine des freins, ça a déjà été dit, des freins évidents, le frein symbolique, le frein financier, des déterminismes sociaux, des déterminismes économiques. Donc, quelle politique de la région pour mettre les arts, je n'utilise pas le terme culture, pour mettre les arts à des endroits où ils ne sont pas. Christelle Crémier. Oui, comme je le disais dès le départ, les arts, l'accès à l'art, à la culture, est une question éminemment de démocratie. Et c'est une des manières, c'est un des indicateurs aussi de voir la bonne santé démocratique. Il y a déjà un point par lequel nous aimerions commencer, en fait, c'est celui de la programmation culturelle. Vous avez plusieurs manières de faire une programmation culturelle. Vous l'avez d'une manière administrative, qui est faite en général soit par une administration territoriale, soit par un organisme dont c'est la mission. Et très clairement, la région pourrait impulser, elle en a la compétence, une programmation culturelle, citoyenne, qui proviennent des associations culturelles elles-mêmes. Et le rôle, en fait, de l'élu, qu'il soit territorial, régional ou communautaire, ce serait non pas celui d'identifier sur un coin de table entre 2 personnes quelle va être la programmation, mais d'accompagner pour qu'elle soit, pour les associations culturelles, qu'elle soit la plus réussie possible dans sa forme, l'accompagnement administratif, logistique, etc. Mais c'est en quelque sorte l'élu, il doit se positionner comme un écrin, mais le bijou, il est porté en fait à l'origine par les citoyens et par une forme de création qui vient en fait des associations et notamment des créateurs amateurs. Il y a ensuite la partie professionnelle, sur laquelle, pareil, il faut absolument veiller à ce que non seulement le public ait accès, mais il y a aussi toute une question de l'accès des professionnels à la diffusion qui aujourd'hui est en situation de monopole dans ce fameux marché mondial de la culture. Donc ça, encore une fois, l'élu a tout son rôle à jouer pour jouer l'équité à la fois en aval vis-à-vis du public et en amont vis-à-vis des producteurs et des diffuseurs. La troisième chose, c'est... Alors, j'ai dû dépasser les 2 minutes. 30 secondes. C'est parfait, parce que je voulais parler de la mobilité du public, notamment en milieu rural. La région a son vous savez, son cinéma itinérant, qui plébiscitait, il faut le dire de manière très simple, pour l'accès. La proposition que nous faisons, c'est pas seulement de penser juste à un spectacle qui est itinérant et à des modes de transport qui soient coordonnés, puisque la région maintenant a la compétence de la mobilité. Bien sûr que ça, c'est intéressant. Mais il y a une nouvelle idée que je voulais partager avec vous, qui est celle, en fait, d'avoir une habitude, de faire rentrer dans les habitudes de vivre la culture.
que ce ne soit pas juste ponctuel ou quand on peut, et notamment dans des situations où on peut très peu souvent, mais qu'il y ait des rendez-vous qui prennent une certaine forme de routine dans l'accès à la culture, et donc elle est forcément accompagnée. Oui, merci. Madame Farina Mekdoud. Oui, et je me permets donc de repréciser ma question. Et je le redis, suite aux réponses que vous nous avez faites, vous affichez la lutte contre la marchandisation des œuvres comme objectif de politique publique, de politique culturelle que vous porterez si jamais vous êtes amené à assumer l'exécutif régional. Comment est-ce que vous articulez la notion de temps libre en relation avec la baisse du temps de travail que vous appelez de vos voeux? Comment vous articulez la notion de temps libre, qui est très en lien avec les concepts qui viennent de l'éducation populaire, avec l'ambition que vous porterez dans votre politique culturelle, et ce service public de la culture dont vous parlez, quel contrôle démocratique, quel contrôle des citoyens sur le service public, et avec les questions que ça pose en termes de liberté d'expression et de liberté de création? Écoutez, évidemment que c'est pas quelque chose qui est spécifique à la région, on est bien d'accord, hein. Ça veut dire vraiment que les richesses créées, les travailleurs, les classes populaires qui les produisent, les contrôlent et décident de ce qu'ils vont en faire, ce qui n'est pas le cas actuellement dans tous les domaines, la santé, l'éducation, la culture. Ça leur échappe. Ils sont bons à produire, ils sont bons à fabriquer les profits. Et quand même, parce qu'on est en train de se demander comment on va financer ci, comment on va financer ça. Mais quand vous voyez les dividendes qui sont versés aux actionnaires, que le club des milliardaires s'est élargi, ça, c'est scandaleux. Alors oui, effectivement, il faut du temps pour se cultiver. Il ne faut pas être fatigué après une journée de travail. Donc oui, il faut réduire le temps de travail. Alors ça, moi, je fais pas de promesses. Je dis simplement que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Parce que pour s'immerger dans la culture, parce qu'il faut s'immerger dans la culture, c'est pas simple. C'est quelque chose qui est transversal avec l'éducation. On peut pas le couper de l'éducation qu'on livre dès la plus tendre enfance, quoi. Celle de la famille et puis celle de l'école. Donc il faut réduire le temps de travail, ça c'est une évidence. Et puis l'intensité du travail, parce que si vous êtes harassé par des cadences qui augmentent sans cesse, que vous travaillez à Amazon ou que vous travaillez à Hutchinson et puis qu'il faut carburer, je peux vous dire le soir, la culture, c'est la télé, et puis voilà, ça va pas plus loin que ça. Donc il est là le problème. Quelle organisation on va avoir dans notre société. Et je pense que plus on sera émancipé de l'exploitation qu'on subit économiquement, plus la culture, elle prendra une place. Voilà. Il y aura une immense place, parce que ça ne sera plus un problème de savoir comment on va se nourrir, comment on va se loger, la peur du lendemain qui tenaille tout le monde aujourd'hui, parce que c'est quand même l'insécurité première, elle nous étouffe. Elle nous étouffe, y compris dans nos aspirations culturelles. Voilà. Madame Paris, c'est Arnaud pour une question. Oui, donc je vais aussi repréciser mes questions sur la question de droit culturel population. 3 questions très rapidement. Donc je le rappelais tout à l'heure, la France est partie prenante d'accords internationaux. Le plus évident, UNESCO 2005 et Pacte 66. Quelle est votre position au sujet de ces obligations juridiques qui naissent du droit international? Et très très spécifiquement sur le programme que vous voulez déployer, le festival des canaux que vous avez fait apparaître dans votre projet, opéré par qui? La programmation est opérée aussi par quelle institution? Quelle modalité de financement? Et pour terminer, sur cette question des droits culturels, sur les enjeux de diffusion, vous êtes très actif dans votre programme sur la question des diffusions en milieu rural. Quelle action pour diffuser les arts, pour diffuser les concerts dans les quartiers populaires? Et quelle relation entre les opérateurs culturels et les fédérations d'éducation populaire, les centres sociaux, pour mettre les œuvres à des endroits où elles ne sont pas? Alors, ça fait pas mal de questions auxquelles répondre. Je voudrais quand même revenir sur, effectivement, pour nous, ce qui est essentiel, c'est vraiment l'accès à la culture pour tous, parce qu'on est aujourd'hui face à un constat d'échec de toutes les politiques de démocratisation culturelle qui ont été mises en place. Je pense qu'il ne faut pas se mentir, même s'il y a des belles choses qui sont faites, ça ne résout pas les problèmes de fond. Vous n'avez pas repris une des idées que j'avais proposées et qui touche vraiment tout le monde, c'est de mettre dans tous les lycées soit en place une chorale, soit un orchestre, parce que je suis convaincue que
que l'intérêt à l'art et la culture, il passe aussi déjà par la pratique soi-même. Et en plus, on sait très bien que la musique est vectrice d'énormément de valeurs positives. Justement, quand on cherche l'harmonie ensemble, même si on est bagarré avec son voisin, on essaie de faire quelque chose de beau ensemble, d'unité. Et je pense que ça, c'est très important. Et notamment, vous parlez des jeunes qui seraient dans des quartiers prioritaires. Et ben justement, je pense que pour ces jeunes-là, la création d'un orchestre ou d'une chorale dans leur école, ça peut faire un bien fou. On veut envisager la mise en place de scènes mobiles. Tout à l'heure, Christelle Lecrim parlait des ciné-mobiles. Nous, on veut déployer en fait le dispositif de scène mobile. Donc, c'est un camion en fait avec une scène, donc avec un équipement mobile qui peut justement aller partout. Elle peut aller au sein d'une ZUP, elle peut aller au sein d'un champ dans la ruralité. Enfin, elle peut aller partout cette scène. Et c'est un équipement qui sera donc mis à disposition par la région de tous les acteurs, qui sera. On en lancera un au départ, évidemment. Et puis après, en fonction des besoins, l'idée, c'est vraiment de développer ce dispositif. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, justement, on ne peut pas construire des lieux de diffusion partout. On ne peut pas construire des salles de spectacle. C'est un coût énorme. Et aujourd'hui, on a besoin de pouvoir faire circuler la culture partout. Et donc ça, c'est vraiment un moyen, à mon avis, qui peut être très, très positif pour notre territoire et pour l'ensemble du territoire. Au niveau Le Festival des Canaux. Oui, le Festival des Canaux. Alors, donc, ce serait la région qui serait initiatrice de ce festival, en collaboration avec l'ensemble des acteurs. En fait, si vous voulez, on fera des appels à projets, comme ça a été fait en fait, avec le Festival des Nouvelles Renaissances. Même principe, c'est-à-dire qu'on fait des appels à projets. Chaque année, on peut axer sur un thème spécifique et lancer un appel à projet à tous les acteurs en fait, culturels régionaux. Pour mettre en œuvre ce projet. On s'appuiera évidemment sur les communes, les départements qui partagent cette compétence culturelle. L'idée, c'est vraiment de faire participer tout le monde sur un projet fédérateur, un événement qui à la fois valorise ce patrimoine remarquable des canaux qui, à mon sens, un peu sous-développé, et toute la production culturelle qui peut mettre en valeur justement avec des nocturnes. Je parlais de guinguettes, de concerts au fil de l'eau. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire autour de ce patrimoine. Je parlais tout à l'heure justement de liens à renforcer avec le tourisme. Et je suis convaincue de ça, qu'il y a vraiment énormément de choses à faire ensemble. Alors, Monsieur Bonneau, il paraît que vous êtes très loin devant en temps de parole. Allez vite. Tout d'abord, pour dire, je sais bien que c'est pas polémique, mais pour dire à Mathilde Paris que si vraiment vous avez cette passion des Capassos, vraiment, il aurait été intéressant votre groupe vote régulièrement les Capassos, ne s'oppose pas systématiquement à toute forme de renouvellement. Je voulais le dire pour que ce soit clair. Il vaut mieux pas qu'on raconte des histoires dans un débat aussi sérieux que celui-ci. Le deuxième point, par rapport à votre question. Excusez-moi, je reprends. Je ne peux pas me laisser faire insulter comme ça. C'est pas une insulte, c'est une vérité. Non, écoutez, le problème des Capassos, très souvent, on a effectivement dit qu'il y avait des renouvellements. Normalement, à la base, il y avait un dispositif de renouvellement qui était limité dans le temps. À ce moment-là, il faut changer et dire clairement, on peut renouveler jusqu'à 4 fois. Donc vous voulez le Capasso, il y a les bons et les mauvais Capassos. Moi, c'est pas ma vision. Je voulais juste le préciser. Je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement qu'il faut que le cadre soit clair et qu'on respecte ce cadre. Et les associations, moi je suis désolée, au niveau culturel, j'ai jamais voté contre des Capassos culturels. Ouais, allons-y, on va arrêter là le débat. Par rapport au droit culturel, c'est absolument fondamental. On avait aujourd'hui des pactes qui couvraient la quasi-totalité du territoire de région, 80 projets d'action culturelle de territoire dans lesquels, Christelle, tu t'en souviens, nous apportions jusqu'à 40% des cachets artistiques et c'est très important, ça permet de la diffusion. Je propose que nous allions vers les territoires de culture. C'est quoi le territoire de culture ? C'est à la fois la notion de diffusion, mais ce rapport qui sera très étroit avec les associations, avec les acteurs sur le territoire, de manière à ce que associations et élus développent un projet de territoire. C'est sécuriser l'offre dans des nouveaux lieux, vers des nouveaux publics, et c'est notamment les paniers culturels que nous sommes en train de mettre. Les droits culturels, je pense aux jeunes qui sont les plus précaires. Nous allons mettre en place la gratuité des transports entre 18 et 25 ans. Ils n'auront pas, en plus, cet enjeu de la mobilité, du coût de la mobilité. Et je voudrais insister également sur les lycées. C'est très important. Nous faisons aujourd'hui 100% éducation. Ça fonctionne bien. Nous faisons aujourd'hui une aide aux enseignants, aux jeunes qui se mobilisent. Ça fonctionne. Je veux que nous allions plus loin, que nous développions les résidences d'artistes dans les lycées. Ça me paraît très essentiel. Ça aide les jeunes à monter leurs propres projets et à avoir des réalisations. C'est quelques exemples là-dessus sur les droits culturels. Merci, M. Bonneau. M. Bennett ? Oui,
Écoutez, avec une liste citoyenne, forcément, les droits culturels entrent en résonance avec notre projet. C'est l'axe phare de notre programme culturel. Alors, effectivement, par rapport au pacte, il faudrait peut-être apporter de la flexibilité et rendre plus accessibles les dispositifs. On a mis en place les AMACA qui permettent justement d'accompagner les porteurs de projets. L'idée, c'est qu'autour d'un projet de territoire, il n'y ait pas que les opérateurs professionnels qui se mettent en mouvement, mais également une assemblée délibérante et participative qui puisse à un moment donné s'emparer de ces sujets. Donc oui, alors après effectivement, rendre accessibles ces offres, c'est imaginer une forme d'itinérance, articuler ces offres avec les mobilités, avec les mobilités qui sont imaginées, avec une connexion plus forte entre les zones rurales et les zones urbaines. Favoriser le déplacement des artistes, faire en sorte que les artistes aillent au-devant des acteurs. Mais encore une fois, j'insiste, ce qui est surtout très important, il ne s'agit pas de renvoyer dos à dos la démocratisation culturelle et l'EAC et la démocratie culturelle, parce qu'il s'agit bien de cela. Les droits culturels, c'est la démocratie culturelle. C'est considérer que tout à chacun a les mêmes droits et on a le droit de considérer les usagers, les habitants, en tant qu'individus responsables. Peut-être c'est le moment de faire une société de la confiance et non pas de la défiance. Les droits culturels, c'est une intelligence collective et c'est prendre en compte sur un territoire un certain nombre d'acteurs qui se mettent en mouvement et c'est les accompagner avec effectivement peut-être des dispositifs un peu plus fluides, un peu plus dépoussiérés, un peu plus accessibles, moins entravants. Voilà ce qu'est notre projet en matière de droits culturels appliqués notamment aux musiques actuelles. Oui. Nous avions quelques sujets encore intéressants à discuter avec vous, mais il nous reste 10 minutes de débat seulement. Et on voudrait conclure ce débat par le budget. Le budget, mesdames, messieurs, que vous voulez consacrer à la culture. Et en fait, j'aimerais le contextualiser, cette notion de budget, sachant que une des grandes tendances qu'on sent en ce moment, nous, les acteurs du secteur de la culture, c'est une sorte de truchement où on mélange, globalement, on met tourisme, événementiel, patrimoine, culture dans une sorte de grand tout, où en fait ça permet d'afficher des politiques, mais nous on est très très inquiets concernant les parts de budget culture pure dédiées à nos activités, qu'elles soient de création, qu'elles soient de production, de diffusion, ou même d'accès aux œuvres, puisque c'est aussi comme ça qu'on développe la culture. Donc une question très très concrète pour vous ici présents et présentes. Quelle trajectoire pour le budget culture pure de la région ? Normalement... On n'a plus d'animateur. Revenez, Hassan, pour le passage de parole. On a besoin de vous. Alors, c'est sur la... Donc, quelle trajectoire pour le, pour le budget culturel ? Farina de Meknout. Pardon. Écoutez, ça, je vais vous dire, moi, je n'ai pas de budget à vous annoncer. Par contre, ce que je constate, c'est la mise en concurrence des secteurs, ce que vous venez de dire, le tourisme, le spectacle, etc. Donc ça, déjà, c'est significatif. Il n'y a aucune raison de mettre en concurrence ces différents secteurs. Chacun mérite d'exister. Et moi, je pense que c'est aux travailleurs de la culture, c'est à vous de savoir ce que vous avez besoin et ce qui est nécessaire. Voilà. Donc, moi, je pense que les budgets, ils ne sont pas limités. Il y a ce qu'il faut. Il y a suffisamment de richesse dans la société pour pouvoir répondre aux besoins de la population en termes de spectacle, en termes de culture, en termes d'éducation, et pour les satisfaire. Tout à l'heure, j'entendais, on disait, les salles de spectacle, ça coûte trop cher. Et alors ? Et pourquoi on ne consacrerait pas ce qui est nécessaire pour construire des salles de spectacle ? Moi, je vois pas le problème. Le problème, encore une fois, c'est la mainmise des grands groupes capitalistes sur la société. C'est cette société qui nous mène vers une impasse, mais complète. Donc, j'espère que les travailleurs de la culture, ils vont s'interroger non seulement sur leur place dans cette société, mais sur la société elle-même. Madame Paris ? Il faut savoir que le budget actuel régional consacré à la culture hors sport, parce qu'en fait actuellement, souvent les deux sont mis ensemble et les loisirs, donc j'enlève les loisirs, j'enlève le sport, on est autour de 32 millions d'euros. Donc nous, on s'engage à maintenir un budget équivalent, entre 32 et 33 millions d'euros, on va dire, par an,
pour la culture, parce qu'effectivement, ça recouvre énormément de choses. Il y a l'emploi associatif. Donc, c'est vraiment, nous, il est hors de question de rogner sur la culture pour faire des économies. Pour nous, ce n'est pas une variable d'ajustement, je tiens à le préciser. Sur l'emploi associatif, en fait, parce que la question aussi, elle est liée au fait que les CAPASO sont pas sur le secteur culture, ils sont liés par une autre direction. Voilà, donc c'est aussi pour ça cette question-là on a parlé de l'emploi tout à l'heure, et là c'est plus la question de budget. Oui, si je ne me trompe pas, Madame de Crémier, non? Dans l'ordre? Non du tout. Oui, Monsieur Bénet. Écoutez, moi je pense qu'effectivement, il ne faut pas renvoyer dos à dos des politiques publiques. On est des gens responsables, il y a des circonstances. À un moment donné, il y a un budget. Contrairement à l'État, on n'a pas le droit, on est dans l'obligation d'être à l'équilibre. Donc il ne s'agit pas à aucun moment, effectivement, de réduire le budget dédié à la culture. En revanche, il s'agit de pouvoir mettre en résonance les politiques publiques. On est là sur les musiques actuelles, mais il y a une politique publique qui coïncide à celle des musiques actuelles, c'est les politiques jeunesse et politique associative et locale et associative. Je vous donne un autre exemple, la COP régionale qui a été impulsée par les écologistes. Là, il y a une déclinaison culturelle de cette COP régionale, c'est comme culture, un appel à projet, culture et climat, parce que les acteurs de la culture sont aussi des gens responsables, avec une enveloppe qui est dédiée. On va les accompagner quand ils ont des projets significatifs et innovants. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire converger des politiques publiques, culture et éducation, culture et sociale, culture et aménagement du territoire. Enfin, je veux dire, c'est à nous de nous réinventer sur la porosité qu'il peut y avoir entre les politiques publiques, et de cette façon-là, sans toucher aucunement au budget culturel, nous allons consolider l'aspect culturel porté par la région. François Bonneau. Oui, je voulais juste préciser, il ne s'agit pas de dépoussiérer comme tu disais, parce que je peux t'assurer qu'aujourd'hui, le dispositif, il n'est pas, s'agissant de CAPASO, etc., il n'est pas ou les pactes, c'est pas poussé. On a énormément de demandes. Il s'agit de tourner vers un nouvel horizon. Par rapport à votre question précisément, bien évidemment, nous sommes allés très au-delà de nos engagements. J'avais dit maintien du budget culturel. Nous sommes allés très simplement sur les actions de culture, en enlevant CAPASO et en enlevant les infrastructures. Vous le savez, on a apporté 2020 2 millions supplémentaires, maintenu tous nos engagements et apporté 2 millions supplémentaires. C'est pour ça qu'un certain nombre de structures qui sont fragiles par définition sont aujourd'hui debout et qu'on veut les accompagner dans cette montée en puissance. Nous maintiendrons bien évidemment le budget culturel. Dans 2021, on est allé chercher sur le plan de relance 4 millions supplémentaires et nous allons aider aussi par l'encadrement, création des tiers-lieux. Création des tiers-lieux culturels, ce sont des espaces nouveaux dans lesquels on a une possibilité à la fois de créer, de se mettre d'accord entre créateurs et tissu local, public, etc. pour avancer. Nous allons poursuivre, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'emploi culturel. CAPASO, c'est essentiel. Je vous révèle ça. Quand on a fait le point, et c'était à la fin 2016, j'ai vu que la part des CAPASO culturels dans l'ensemble des 9-10 millions avait tendance à baisser par rapport à d'autres secteurs qui, eux, avançaient. J'ai réuni tout le monde avec le vice-président Harold Duvar qui est chargé de ça, et on a dit on ne veut pas que la culture passe sous la trappe. Donc on a incité à la montée en puissance des CAPASO dans ce secteur. Il faut absolument que nous poursuivions cela. Et enfin, dans ces domaines, insister sur la politique des équipements. Insister sur la politique des équipements. Il faut que vous puissiez jouer. Il faut qu'il y ait des salles. Mais moi, je pense nouveau public, nouveaux lieux, nouveau public. Je suis très attaché à ça. Je pense que les musiques actuelles, plus que d'autres encore, peuvent s'ouvrir à ces nouveaux publics. Il faut que nous soyons là-dedans. Et enfin, s'il fallait parler engagement budgétaire, nous maintiendrons dans l'éducation tout ce que nous faisons pour la culture. C'est absolument déterminant. J'ai parlé tout à l'heure du dispositif qui est le dispositif que nous avons engagé 100% éducation. C'est le financement d'actions. Ça, c'est absolument prodigieux et ça permettra d'avoir 6 résidences d'artistes, etc. pour le lien avec la culture. Donc un budget qui doit non seulement être maintenu, mais être dynamisé par ces nouvelles approches, nouveaux publics, nouvelles approches. Christelle Crémier.
Vous avez raison de poser la question, parce que ça a été trop souvent le cas. En tout cas. Bien sûr, ça a été trop souvent le cas. C'est que la culture serve finalement de fin de bouclage de budget. Là, honnêtement, il y a visiblement un consensus parmi les candidats présents. Question pour les absents, elle est ouverte. Mais en tout cas, pour les présents, de bien reconnaître que c'est, une politique publique, comme nous l'avons dit. 2, que sans cette politique publique, eh bien, on serait très certainement dans un désert, faute de production et de pouvoir et de création et d'expression artistique. Donc le budget actuel qui est alloué semble correspondre à cette dynamique. Il doit être sanctuarisé, effectivement. Et concernant les ajouts, et bien, ils ont été cités avant moi, mais ils sont tout à fait justes sur les tiers-lieux, sur l'emploi, et notamment aussi, on ne sait pas ce que va donner le statut de l'intermittent. Là, je le possède pas de la compétence régionale. Il faut anticiper ça aussi. Et il faut le savoir, parce que là, aujourd'hui, malheureusement, la région est trop souvent mise face au fait accompli, et elle finalement, elle amortit le choc des politiques nationales. Et donc, oui, il faut le sanctuariser, avec une grande attention sur la partie du statut. Il faut effectivement que la région, par les tiers-lieux et par les CAPASO, elle puisse amortir le choc. Et donc, ça fera forcément du budget à prévoir. Alors, je vais vous proposer un dernier mot, un mot de conclusion en 2 minutes. Mais juste avant, on va faire un récap des temps de parole. Alors, sur le récap des temps de parole, Monsieur Bennett est à la traîne. Il n'a parlé que 10 minutes 16. Ensuite, on a Madame Mekdoud avec 10 minutes 37. Madame Paris avec 11 minutes 11. Madame Decrémier avec 12 27. Et Monsieur Bonneau avec 14 minutes. Alors, on va commencer par vous, Madame Paris, pour le mot de conclusion. Sur le secteur, sur ce que vous avez sur envie l'ensemble de dire, en fait. de la culture. Voilà, moi je voudrais rassurer les personnes qui nous écoutent, parce que très souvent on fait peur avec le Rassemblement national en disant ils n'aiment pas la culture, etc. Je pense être la preuve vivante du contraire. J'ai un master 2 art et culture que j'ai fait à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai travaillé pendant 7 ans au domaine de Chambord. Je suis une amoureuse, j'ai grandi dans un secteur culturel. Ma mère était pianiste, mon grand-père était auteur dramatique, il avait sa compagnie de théâtre. J'ai baigné dedans depuis toute petite, et quand je vous dis que j'aime la culture et que j'aime l'art, c'est pas, je vous mens pas, c'est vraiment une passion. Et vous pouvez me faire confiance pour défendre l'art et la culture demain à la région. Monsieur Bennett. Oui, c'est toujours difficile de faire une conclusion, d'autant plus que je vois bien que j'ai du temps. Simplement pour dire que, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est dans l'ADN de notre liste, c'est l'esprit participatif et citoyen. Donc forcément, les droits culturels, nous les positionnons au cœur de notre projet. C'est une conscience et une responsabilité de gouvernance, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de promettre pour promettre. Comme on se le disait tout à l'heure, il faut être très éclairé par les enjeux, par les circonstances. On l'a dit tout à l'heure, on a devant nous des circonstances rudes. Je le disais tout à l'heure, je pense que ce qui fera qu'on arrivera à la fois à sanctuariser la culture en région, c'est mettre en synergie les différents acteurs, qu'il s'agisse des porteurs de projets, et derrière porteurs de projets, je mets aussi bien des artistes que des comités d'initiative. Enfin, je veux dire, c'est la même chose. Et puis vraiment, arriver à faire en sorte que les collectivités territoriales soient en parfaite synergie. C'est-à-dire qu'on voit bien que les acteurs artistiques, les acteurs associatifs de la culture, bien souvent, ils viennent vers chacune des collectivités en disant vous savez, l'autre collectivité, elle m'a donné un petit peu moins parce que les circonstances sont rudes, etc. Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus ? Et quelle est la réponse qui leur est faite ? Ça tombe mal parce que les circonstances sont les mêmes pour nous. Il y a une logique qui est à l'œuvre qui consiste un peu à affaiblir les collectivités territoriales avec des contrats
État-collectivité. Hein. Donc, quelque part, les collectivités sont prises en étau et même si elles sont militantes, et je crois que c'est le cas de cette région à l'endroit de la culture, à un moment donné, elles sont obligées de trouver des équilibres. Et je pense qu'il ne faut pas mentir aux acteurs, aux opérateurs, il faut les accompagner, comme on l'a dit, vers une forme d'autonomie, même s'il n'y a aucun problème sur le fait que la puissance publique, elle est là, à côté, parce que structurellement, le modèle économique ne fonctionnerait pas. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, c'est à un moment donné ne pas mentir aux acteurs, les accompagner. On parlait tout à l'heure de la formation. Expliquer que peut-être faire du concert de musique actuelle, ce n'est pas forcément aller jouer à l'Astrolabe. C'est aussi réinventer des lieux, alors peut-être dans des prisons, peut-être dans des tiers-lieux, peut-être dans des zones vraiment improbables. C'est vraiment se mettre tous en synergie autour d'un projet de vivre ensemble, de construire ensemble. Et je pense que la culture, elle est là pour nous rappeler qu'on a une responsabilité en termes d'épanouissement, d'estime de soi. On parlait de l'éducation tout à l'heure. Alors évidemment, la compétence de la région, c'est le lycée, mais elle peut aussi être une facilitatrice dans ce beau projet d'éducation artistique et culturelle. Il y a un pass culture qui est à l'œuvre. J'ai entendu dire que le projet, c'était de le ramener à la classe de 4e. Bon courage. Je pense qu'à un moment donné, les régions, elles vont être obligées d'être en complément et en appui de ce genre d'offre qui est bénéfique pour nos concitoyens et pour nos jeunes pousses. Voilà ce que j'avais envie de dire en conclusion. Et merci encore pour cette initiative. On remarque, et ce n'est pas de la flagornerie, on remarque une fois de plus que les acteurs des musiques actuelles sont agiles, sont militants, se bougent vraiment sur leur secteur. Et vous n'êtes pas des rigolos. Et bravo. Merci à vous de votre présence, M. Bennett. François Bonneau, vous avez 15 secondes de conclusion. Non, on ne va pas vous punir, allez-y. 16. Juste, mais pour enchaîner avec ce que disait Christophe à l'instant, oui, très très important que nous affirmions ici la place que nous donnons à la Fédération régionale des musiques actuelles. Vous êtes un partenaire de la collectivité territoriale et rien ne pourra se faire en matière de musique actuelle sans ce dialogue. Dans les priorités, il faut considérer que notre région est une terre de culture. Historiquement, elle est identifiée comme ça. Et c'est par la création d'aujourd'hui, avec vraiment tout ce que cela veut dire, que nous resterons cette terre de culture. C'est une fierté, c'est une identité que nous devons absolument cultiver. Ça passe par la création, ça passe par les pratiques, ça passe par l'éducation, ça passe par la diffusion. Nous devons, sur tous ces secteurs, travailler ensemble. Il faut stabiliser les engagements financiers. Je ne parle pas de promesses, je parle d'engagement financier. Ce que j'ai dit tout à l'heure constitue un engagement. Et pour être complètement clair, vous dire qu'en faisant ça, et en connectant avec l'attractivité de notre territoire en termes de patrimoine, je pense qu'on peut très très bien réussir le patrimoine et la création contemporaine, y compris dans les musiques actuelles, et que c'est aussi un élément de développement touristique. Il faut penser à tous ceux qui viennent nous voir, à tous ceux qui habitent ici, et nous-mêmes, lorsque nous sommes dans une région voisine, on a plaisir à aller sur un beau festival, etc. Donc il faut réussir à allier les deux, mais la priorité, c'est création pratique, éducation et diffusion. Christelle de Crémier. La culture est un indicateur, une âme de la démocratie. Avec l'Assemblée régionale citoyenne que nous voulons créer pour instaurer de la démocratie participative tout au long de l'action régionale, la programmation culturelle, la participation, amateurs comme professionnels, à la création, à la diffusion, le fait qu'il y ait des labels indépendants, c'est l'équivalent du logiciel libre, version diffusion musicale. Tout cela va être de plus en plus pris en main par les citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire que nous mettons la politique culturelle au cœur d'une nouvelle démocratie participative et citoyenne dans notre programme. Et c'est pourquoi l'émergence de cette liste démocratie écologique, qui est la première à être 100% citoyenne, qui se présente donc en Centre-Val de Loire, permet d'avoir cette... On parlait avant du budget qui devait être sanctuarisé, mais en fait ça coule de source. Parce que c'est au cœur, en fait, de l'exercice démocratique participatif. Farida Mekdoud. Il y a beaucoup de choses qui se font grâce à l'initiative, l'inventivité, et puis la motivation, et puis le sens des responsabilités des acteurs de la culture. C'est vrai dans le domaine de la culture, mais je vais vous dire une chose, les services de réanimation sont en grève aujourd'hui.
Ils ont porté les personnels soignants tout à bout de bras. Ils ont fait preuve de responsabilité. Par contre, au sommet de la société, c'est l'irresponsabilité totale. Et c'est ça dont souffrent aujourd'hui les travailleurs de la culture. Et ça représente un gâchis, je le disais tout à l'heure, de talent et de curiosité qui ne sont pas satisfaites. La créativité est étouffée par la nécessité pour les artistes de devoir vendre leur œuvre pour vivre. Et pour ça, il faudrait réinventer les rapports entre l'art et la société. Mais cela n'est pas possible dans une société qui est régie actuellement par la concurrence, la loi du profit. Alors bien sûr, imposer de tels choix, ça veut dire heurter les intérêts des grands groupes capitalistes qui dominent la société et qui se gavent d'argent public. Je dis bien qui se gavent d'argent public. Et remettre en cause cette domination, ce n'est ni de la volonté ni du pouvoir du gouvernement et a fortiori de la région. Des élus peuvent tout au plus y faire entendre une autre voix, d'autres choix. Ce que je pense fondamentalement, c'est que ce sont les travailleurs, y compris ceux de la culture, qui font tout fonctionner dans la société, qui créent toutes les richesses, y compris les richesses intellectuelles et culturelles. Ce sont eux qui peuvent imposer qu'elle tourne autrement et au service de tous. Ce sont eux les mieux placés pour la diriger. Alors pour résumer, je dirais que l'accès pour tous à la culture est indissociable en ce qui me concerne du combat pour transformer la société, pour l'affranchir de la domination des puissances d'argent et pour mettre fin aux inégalités sociales. Merci à vous, merci de votre présence ici. Vraiment, nous apprécions. Farida Mekdoud pour la liste Lutte ouvrière, Madame Paris, représentante de la liste Rassemblement national, Christelle de Crémier pour la liste Démocratie écologique, Christophe Bennett pour la liste Un nouveau souffle et François Bonneau pour la liste Plus fort ensemble avec François Bonneau. Un mot de conclusion, Jean-Noël ? Oui, déjà, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir joué le jeu, de répondre aux questionnaires qu'on vous a envoyés et de nous donner un certain nombre d'éléments qui nous ont permis également de construire le débat d'aujourd'hui. Le débat est enregistré, on le mettra à disposition sur les réseaux iDouane pour que ça puisse permettre aussi d'augmenter le rayonnement de la chose, sachant que la crise sanitaire a rendu cette campagne très compliqué en termes de communication, de rencontres avec les citoyens, et on estimait que c'était très important de pouvoir vous interpeller et d'essayer de le faire dans les meilleures conditions possibles. D'ailleurs, en termes d'interpellation, il y a deux sujets qu'on n'a pas pu traiter eu égard au temps imparti, c'est l'égalité homme-femme et les actions, voilà. Donc c'est un sujet qui nous tenait à cœur, mais en fait le timing ne nous a pas permis de le faire. Et le deuxième sujet aussi important, c'est les espaces de concertation à construire au sein de la politique régionale avec les acteurs de la culture, mais également les autres services de la région, pas que culture, et également les autres outils de droit commun ou les autres collectivités, la DIREC, la DRETS, pardon, l'État en général. Un grand merci à vous d'être venus. Un grand merci à Hassan et à Radio Campus avec Julien au timing d'avoir participé. Un grand merci à Samy derrière pour toute cette partie technique avec le média plateau du 108 qui nous a accueillis aujourd'hui. Un grand remerciement à Arnaud qui m'a aidé à préparer tout ça et il a beaucoup bossé. Merci Arnaud. Et puis Laure qui a participé largement à faire la connexion avec tout le monde. Donc, on vous remercie beaucoup et puis au plaisir de vous rencontrer pour pouvoir vous poser toutes ces questions concernant l'égalité homme-femme ou les espaces de concertation. Merci. Merci à vous.